Personne au village de Kosanto n'avait prévu que Mamadou Traoré, l'homme le plus respecté de la communauté, mourrait en hurlant dans les flammes de sa propre maison cette nuit-là. Personne n'avait imaginé non plus que les braises encore chaudes de sa demeure révéleraient 3 objets impossibles, une calebasse remplie d'eau fraîche qui n'avait pas une égratignure, un bracelet d'or pur gravé de symboles inconnus, et surtout cette empreinte de pieds nus dans les cendres. Une empreinte qui ne correspondait à aucun habitant du village. Mais revenons quelques heures plus tôt, quand le soleil déclinant jetait ses derniers rayons dorés sur les toits de chaume, et qu'un étranger frappait à la porte de Mamadou Traoré. Qui était cet homme au regard perçant qui parlait toutes les langues mais n'appartenait à aucune ethnie connue? Pourquoi ses vêtements ne portaient-ils aucune trace de poussière malgré des jours supposés de marche? Et comment avait-il su que Mamadou possédait la plus belle maison du village, alors que personne ne l'avait vu arriver? Les anciens murmurent encore aujourd'hui que certaines portes ne doivent jamais être fermées, et que certains refus appellent des châtiments qui dépassent l'entendement humain. Cette histoire, ils la racontent en baissant la voix, car ils savent qu'elle pourrait bien se répéter. Le marché de Kosanto s'animait dès les premières lueurs de l'aube. Les femmes déployaient leurs pagnes colorées, exposaient leurs légumes frais aux couleurs éclatantes, tomates rouges sang, oignons violets, piments verts comme des émeraudes. L'air vibrait des négociations joyeuses en bambara, peul et dogon, ponctuées par les rires cristallins des enfants qui couraient entre les étals. Mamadou Traoré régnait sur cette harmonie comme un roi bienveillant. À 52 ans, cet homme aux tempes grisonnantes possédait la plus prospère entreprise de transport de la région. Ses camions sillonnaient les routes poussiéreuses du Mali, transportant marchandises et passagers d'un bout à l'autre du pays. Sa maison, construite en dur avec des murs de béton et un toit de tôle neuve, tranchait majestueusement avec les habitations traditionnelles en banco du village. Mamadou à la baraka, disaient les anciens en hochant leur tête chenue. Et c'était vrai. Tout ce qu'il touchait se transformait en or. Ses 3 épouses lui avaient donné 12 enfants en parfaite santé. Son commerce florissait. Même ses chèvres donnaient plus de lait que celles des voisins. Les griots composaient des chants en son honneur lors des grandes fêtes, célébrant sa générosité légendaire. Car Mamadou était généreux, personne ne pouvait le nier. Chaque vendredi, après la prière, il distribuait de la nourriture aux nécessiteux. Pendant la saison sèche, quand les puits se tarissaient, il ouvrait les siens à tout le village. Lors des mariages et des baptêmes, sa bourse s'ouvrait comme une source intarissable. Amadou le forgeron, son ami d'enfance, polissait ses outils sous l'arbre à palabres. « Ton cœur est grand comme le fleuve Niger », lui disait-il souvent en riant. Fatoumata la tisserande, dont les doigts habiles créaient les plus beaux basins de la région, acquiesçait en souriant, « Allah t'a béni entre tous, Mamadou ». Pourtant, depuis quelques semaines, quelque chose avait imperceptiblement changé. Mamadou regardait plus souvent vers l'horizon, comme s'il attendait quelque chose. Ou quelqu'un. Ses rêves étaient peuplés d'ombres mouvantes et de voix chuchotantes dans des langues qu'il ne comprenait pas. Au réveil, il trouvait parfois du sable fin dans son lit, un sable qui ne ressemblait à aucun de ceux de la région. Ses épouses avaient remarqué ces changements subtils. Aïcha, la première épouse, femme sage aux yeux perçants, lui préparait des tisanes d'écorce pour chasser les mauvais esprits. Mais Mamadou balayait ses inquiétudes d'un revers de main. Un homme de son rang, un homme moderne qui faisait du commerce avec Bamako et Abidjan, ne croyait pas aux superstitions. C'est exactement ce qu'il pensait encore ce soir-là, quand le soleil commença à décliner derrière les collines rocheuses qui encerclaient Kosanto. Les derniers rayons du soleil mouraient dans un embrasement rouge sans quand on frappa à la porte de Mamadou. 3 coups secs, espacés, comme un code. Aïcha, qui pilait le mil dans la cour, leva la tête, surprise. Personne ne venait rendre visite à cette heure-ci, entre chiens et loups, quand les esprits commencent leur danse nocturne. Mamadou ouvrit la porte et se figea. Devant lui se tenait un homme qu'il n'avait jamais vu auparavant. Grand, élancé, la peau d'un noir profond qui semblait absorber la lumière mourante. Ses vêtements, d'une propreté immaculée, étaient d'une coupe qu'on ne trouvait dans aucun marché de la région. Mais ce qui troubla le plus Mamadou, ce furent ses yeux, des puits sans fond qui semblaient avoir vu naître et mourir des civilisations entières. « La paix sur toi, Mamadou Traoré », dit l'étranger d'une voix grave qui résonnait étrangement, comme si elle venait de très loin. « La paix sur toi également, étranger. D'où viens-tu ? Je ne t'ai jamais vu à Kosanto.
L'homme sourit, dévoilant des dents d'une blancheur éclatante. Je viens de là où les chemins se perdent et se retrouvent. Mon nom n'a pas d'importance, mais j'ai parcouru un long voyage pour arriver jusqu'ici. La nuit tombe, et j'ai besoin d'un toit pour me protéger jusqu'à l'aube. Mamadou observa l'étranger plus attentivement. Ses sandales ne portaient aucune trace de poussière, alors que la route la plus proche était à 3 kilomètres du village. Sa gourde semblait neuve, comme s'il n'avait jamais bu dedans. Et cette façon qu'il avait de le regarder, comme s'il lisait dans son âme. D'où dis-tu venir exactement, insista Mamadou, une pointe de méfiance dans la voix. Cela a-t-il vraiment de l'importance, mon frère? L'hospitalité n'est-elle pas un devoir sacré chez vous? C'était vrai. La tradition mandingue imposait d'accueillir tout voyageur, même son pire ennemi, dès lors qu'il demandait protection pour la nuit. Mais quelque chose chez cet homme dérangeait Mamadou. Peut-être était-ce cette assurance tranquille, cette façon de parler comme s'il connaissait déjà la réponse à toutes les questions. Derrière lui, Aïcha avait cessé de piler. Ses autres épouses, Kadiatou et Mariam, étaient sorties de la cuisine et observaient la scène, instinctivement regroupées avec les enfants. Une tension palpable flottait dans l'air, comme avant un orage. Écoute, commença Mamadou, ce n'est pas que je ne veux pas t'aider, mais, ma maison est petite, j'ai une grande famille, et... Ta maison est la plus grande du village, coupa l'étranger sans hausser le ton. 12 pièces, 3 cours intérieures, et un grenier qui pourrait abriter une famille entière. Tu possèdes 3 camions, 2 boutiques, et tes affaires prospèrent au-delà de tes espérances les plus folles. Le sang de Mamadou se glaça. Comment cet homme pouvait-il connaître ces détails? Même ses plus proches amis ignoraient l'exacte composition de sa fortune. Qui t'a dit tout cela? L'étranger inclina légèrement la tête, et l'ombre d'un sourire effleura ses lèvres. Les murs ont des oreilles, Mamadou Traoré. Et les routes ont des yeux. Je ne demande qu'un coin pour dormir et un peu d'eau. Est-ce trop demander au plus prospère commerçant de Kosanto? C'est à ce moment précis que tout bascula. Au lieu de s'incliner devant la tradition, au lieu d'ouvrir sa porte comme l'avaient fait ses ancêtres pendant des millénaires, Mamadou sentit monter en lui une colère inexplicable. Qui était cet homme pour venir chez lui, connaître ses secrets, et prétendre à son hospitalité comme à un dû? Non, dit-il fermement. Je ne t'accueillerai pas, va voir ailleurs. Le silence qui suivit fut assourdissant. Même les grillons cessèrent leur chant. L'étranger regarda longuement Mamadou, puis hocha lentement la tête. 3 fois non. 3 fois non. Soit. L'étranger recula d'un pas, puis s'alla te pardonner, Mamadou Traoré. Car moi, je ne le pourrai pas. Il tourna les talons et s'éloigna dans l'obscurité grandissante. Mamadou claqua la porte et tira le verrou, le cœur battant la chamade. Derrière lui, ses épouses échangeaient des regards inquiets. Tu as mal agi, mon époux, murmura Aïcha. Cet homme, il y avait quelque chose en lui. Quelque chose de dangereux, railla Mamadou. C'était juste un vagabond qui voulait profiter de notre hospitalité. J'en ai assez de ces parasites qui s'enrichissent sur le dos des travailleurs honnêtes. Mais au fond de lui, il savait qu'Aïcha avait raison. Et il savait aussi qu'il venait de commettre une erreur terrible. 1 heure après le départ de l'étranger, les premiers signes apparurent. D'abord, ce fut l'odeur. Une fumée âcre qui n'avait rien à voir avec les feux de cuisine habituels. Elle semblait venir de partout et de nulle part à la fois, s'infiltrant dans chaque recoin de la maison malgré portes et fenêtres hermétiquement closes. Tu sens cette odeur? Demanda Kadiatou en fronçant le nez. Ça sent le brûlé, répondit Mariam en vérifiant ses fourneaux. Mais je n'ai rien laissé sur le feu. Mamadou sortit dans la cour, inquiet. Aucun voisin ne semblait avoir allumé de brasier inhabituel. Le village baignait dans sa quiétude nocturne habituelle. Pourtant, l'odeur persistait, de plus en plus forte, comme si quelque chose brûlait à l'intérieur même des murs de sa maison. Puis vinrent les bruits. Des craquements secs dans les cloisons, comme si le bois travaillait sous l'effet d'une chaleur intense. Mais les murs étaient en béton, pas en bois. Des grincements métalliques résonnaient depuis le toit, bien qu'aucun vent ne souffle cette nuit-là. Papa, appela Moussa, son fils aîné de 16 ans, il y a quelque chose de bizarre avec les lampes tempête. Elles s'éteignent toutes seules, et quand je les rallume,
la flamme devient toute rouge. Mamadou vérifia les lampes. Effectivement, les flammes habituellement dorées avaient pris une teinte cramoisie inquiétante. Pire encore, elles dansaient frénétiquement alors qu'aucun courant d'air ne les agitait. C'est peut-être la qualité du pétrole, marmonna-t-il, peu convaincu par sa propre explication. À minuit passé, la température à l'intérieur de la maison commença à grimper de façon inexplicable. Tous suaient abondamment, rejetant couvertures et vêtements épais. Mamadou sortit vérifier les fenêtres, l'air de la nuit était frais, presque froid. La chaleur ne venait que de l'intérieur. Quelque chose ne va pas, chuchota Aïcha en s'approchant de son époux. Cette chaleur, cette odeur. Mon grand-père m'avait raconté des histoires. Quelles histoires? Des histoires sur ceux qui refusent l'hospitalité aux envoyés d'en haut. Elle baissa encore la voix. Il disait que parfois, les anges se déguisent en voyageurs pour tester la générosité des hommes. Mamadou ricana, mais son rire sonnait faux. Des superstitions de vieille femme. Cet homme était un escroc, rien d'autre. Pourtant, au fond de lui, une peur sourde commençait à l'envahir. Car il se souvenait maintenant d'autres détails troublants. L'étranger ne projetait aucune ombre malgré la lumière de la lampe. Ses pieds ne laissaient aucune empreinte dans la poussière de la cour. Et ses yeux brillaient d'une lumière qui n'était pas humaine. Vers 2 heures du matin, les murs commencèrent à chauffer. D'abord imperceptiblement, puis de façon de plus en plus marquée. Mamadou posa sa main contre le béton et la retira aussitôt, c'était brûlant. Sortons, décida-t-il. Il doit y avoir un problème avec les fondations. Un gaz souterrain ou quelque chose comme ça. Mais quand ils voulurent ouvrir la porte principale, celle-ci refusa de s'ouvrir. Le verrou glissait bien, mais la porte restait comme soudée à son chambranle. Même chose pour les fenêtres et la porte de derrière. Ils étaient prisonniers. Cassons les fenêtres, ordonna Mamadou, la panique commençant à percer dans sa voix. Moussa saisit une chaise et la projeta de toutes ses forces contre la fenêtre de la chambre principale. Le meuble se brisa en 1000 morceaux contre la vitre qui ne présenta pas la moindre fêlure. C'est impossible, s'écria le jeune homme. Ces vitres, je les ai installées moi-même il y a 6 mois. Elles ne sont pas blindées. Mamadou essaya à son tour avec une barre de fer. Le métal résonna contre le verre dans un bruit sourd, mais celui-ci demeura intact. Plus terrifiant encore, le verre était maintenant chaud au toucher, comme s'il avait été porté au rouge dans la forge d'Amadou. La température continuait de grimper. Les enfants pleuraient, se blottissant contre leur mère qui tentait de les consoler malgré leur propre terreur. Fatou, la plus jeune fille de Mamadou, n'avait que 5 ans. Ses petits joues rosissaient dangereusement sous l'effet de la chaleur. « Il faut sortir d'ici », cria Aïcha. « Les enfants vont mourir de chaleur. » C'est alors que résonnèrent les premiers coups contre la porte d'entrée. 3 coups secs, espacés. Exactement comme ceux de l'étranger quelques heures plus tôt. Toc. 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 Qui est là, cria Mamadou. Silence. Toc. 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 Répondez. Qui êtes-vous? Une voix s'éleva alors, claire et distincte malgré l'épaisseur de la porte. La voix de l'étranger. Mamadou Traoré, ouvre ta porte. Laisse-moi entrer. Jamais. Va-t'en. Laisse-nous tranquilles. Un rire résonna dans la nuit, un rire qui n'avait rien d'humain. Puis la voix reprit, mais cette fois elle semblait venir de partout à la fois, des murs, du plafond, du sol. Tu m'as refusé l'hospitalité, Mamadou Traoré. Tu as violé la loi sacrée. Maintenant, c'est toi qui vas avoir besoin d'aide. Les murs se mirent alors à rougeoyer. Une lueur écarlate filtrait à travers le béton, comme si celui-ci était devenu translucide. La chaleur atteignit un niveau insoutenable. Les vêtements commencèrent à fumer. Nous allons mourir, sanglota Kadiatou. Nous allons mourir brûlés vifs. Mamadou regardait sa famille agoniser sous ses yeux et comprenait enfin l'ampleur de sa faute. Cet homme, ce n'était pas un homme ordinaire. Les anciens avaient raison. Il existait des êtres qu'il ne fallait jamais contrarier, des messagers dont le refus appelait des châtiments terribles.
Pardonne-moi, cria-t-il vers le plafond qui commençait à virer au rouge incandescent. Pardonne-moi. J'ai eu tort. Laisse partir ma famille. La voix de l'étranger résonna à nouveau, douce et terrible. Il est trop tard pour les excuses, Mamadou Traoré. Beaucoup trop tard. Les flammes jaillirent soudainement de toutes les surfaces à la fois. Pas des flammes ordinaires, mais des langues de feu bleu et blanc qui dansaient sans consumer. Car le plus terrifiant était là, rien ne brûlait vraiment. Les meubles, les tissus, le bois restaient intacts, mais la chaleur était devenue un enfer vivant. Mamadou comprit avec horreur que ce supplice était fait pour durer. L'étranger ne voulait pas simplement les tuer. Il voulait les faire souffrir, leur faire payer chaque seconde de son humiliation. Les enfants, hurla Aïcha en voyant ses plus jeunes tomber en syncope. Au moins épargne les enfants. Ils n'ont rien fait. Une silhouette se matérialisa alors au centre de la pièce principale. L'étranger était là, intact, souriant, au milieu de l'enfer qu'il avait créé. Mais ce n'était plus le voyageur fatigué qui avait frappé à leur porte. Ses yeux brillaient comme des braises, sa peau rayonnait d'une lumière surnaturelle, et autour de lui l'air vibrait de puissance. Qui es-tu vraiment, balbutia Mamadou en tombant à genoux. Je suis celui que vous avez oublié d'honorer, Mamadou Traoré. Je suis celui qui marche sur les routes depuis la nuit des temps, testant les cœurs et pesant les âmes. Je suis celui qui récompense la générosité et châtie l'avarice. L'être fit un geste de la main, et instantanément, la famille de Mamadou disparut dans un souffle. Évaporé. Seul Mamadou restait, face à son juge. Où sont-ils? Que as-tu fait de ma famille? Ils sont en sécurité, pour l'instant. Mais leur sort dépend de toi, Mamadou Traoré. Réponds à ma question, pourquoi as-tu refusé de m'accueillir? Mamadou sentit que sa vie et celle de ses proches se jouaient sur sa réponse. Il fouilla désespérément dans son cœur, cherchant la vérité. J'avais peur, avoua-t-il finalement. Tu savais des choses sur moi que personne ne devrait savoir. Tu me faisais peur. Et puis j'en ai assez qu'on vienne toujours me demander quelque chose. J'ai travaillé dur pour ce que j'ai. Pourquoi faudrait-il que je partage avec tous les vagabonds qui passent? Ah, fit l'être en hochant la tête. Enfin la vérité. Tu n'as pas refusé par méfiance, Mamadou Traoré. Tu as refusé par égoïsme. Ton cœur s'est endurci. Ta générosité n'était qu'une façade pour préserver ta réputation. C'était vrai, et Mamadou le savait. Depuis quelque temps, il calculait ses gestes charitables, pesait chaque don selon son impact sur son image. Il donnait non par bonté, mais par orgueil. Que veux-tu de moi, murmura-t-il. L'étranger sourit, et ce sourire était plus terrifiant que toutes ses colères. Je veux ta vie, Mamadou Traoré. Ta vie en échange de celle de ta famille. Le choix qui se présentait à Mamadou était d'une simplicité atroce. Sa vie contre celle de 12 innocents. Sa femme, ses épouses, ses enfants qui n'avaient jamais refusé leur aide à personne. Le calcul était vite fait. J'accepte, dit-il sans hésiter. Prends ma vie, mais laisse-les vivre. L'étranger inclina la tête, presque avec respect. Tu viens de racheter ton âme, Mamadou Traoré. Dans la mort, tu retrouves enfin ta noblesse. Mais alors que l'être levait la main pour porter le coup fatal, une voix s'éleva dans la nuit. Une voix de femme, puissante et mélodieuse. Attends. Une lumière dorée emplit soudain la pièce, et une silhouette féminine apparut. Grande, majestueuse, vêtue de voiles blancs qui ondulaient dans un vent inexistant. Ses yeux brillaient d'une compassion infinie. Qui ose m'interrompre, gronda l'étranger, et pour la première fois, Mamadou décela une pointe d'inquiétude dans sa voix. Je suis celle qui veille sur les repentants, répondit la femme. Celle qui intercède pour ceux qui reconnaissent leurs fautes. Et cet homme vient de prouver qu'au fond de son cœur, l'amour reste plus fort que l'égoïsme. Il a violé la loi sacrée de l'hospitalité. Et il paie le prix de sa faute. Mais regarde. Elle tendit la main vers un coin de la pièce où se matérialisèrent soudain Aïcha et les enfants. Ils étaient sains et saufs, mais leurs visages portaient les traces de leur terreur. Regarde comme il l'aime, malgré sa faute. Regarde comme il est prêt à mourir pour eux. N'est-ce pas là la vraie mesure d'un homme?
L'étranger resta silencieux un long moment, pesant ses paroles. Puis, lentement, les flammes commencèrent à s'atténuer. Soit, dit-il finalement. Je n'ôterai pas sa vie. Mais la leçon doit être apprise. Mamadou Traoré, tu vas perdre tout ce qui t'a rendu orgueilleux. Ta richesse, ta position, ta belle maison. Tu redeviendras l'homme simple que tu étais avant que l'orgueil ne durcisse ton cœur. D'un geste, il fit disparaître les flammes. Puis, se tournant vers Mamadou. Et chaque année, à la date anniversaire de cette nuit, un voyageur viendra frapper à ta porte. Tu l'accueilleras, quelle que soit son apparence, quels que soient tes moyens. C'est le prix de ta rédemption. L'étranger et la femme de lumière disparurent dans un souffle, laissant la famille réunie dans les décombres encore fumants de leur orgueil. L'aube se leva sur un village en émoi. La maison de Mamadou Traoré, la plus belle de Kosanto, n'était plus qu'un amas de cendres et de gravats calcinés. Mais miracle inexpliqué, la famille était saine et sauve, retrouvée dans la cour comme si elle y avait dormi paisiblement toute la nuit. Les enquêteurs venus de la préfecture ne comprirent jamais ce qui s'était passé. Aucune trace d'accélérant, aucun indice d'incendie criminel. Le feu semblait avoir jailli spontanément du cœur même des matériaux, brûlant si intensément qu'il ne restait littéralement rien de la structure. Pourtant, au milieu des ruines, ils trouvèrent 3 objets intacts, une calebasse pleine d'eau fraîche, un bracelet d'or pur gravé de symboles indéchiffrables, et cette empreinte de pieds nus dans les cendres. Une empreinte qui ne correspondait à aucun habitant du village. Mamadou ne raconta jamais la vérité de cette nuit-là. Comment l'aurait-il pu? Qui l'aurait cru? Il se contenta de dire qu'il avait eu une vision, que Dieu lui avait parlé, lui demandant de redevenir l'homme généreux qu'il était dans sa jeunesse. Et effectivement, Mamadou changea du tout au tout. Sa richesse s'évanouit comme par enchantement, ses camions tombèrent en panne les uns après les autres, ses boutiques firent faillite, ses investissements s'effondrèrent. En l'espace de quelques mois, l'homme le plus riche de Kosanto redevint un simple artisan. Mais étrangement, ce dépouillement ne l'attrista pas. Au contraire, il retrouva une sérénité qu'il avait perdue depuis longtemps. Sa famille, traumatisée mais unie par l'épreuve, l'aida à reconstruire une maison modeste. Aïcha, qui gardait un souvenir très précis de cette nuit terrible, veillait sur lui avec une tendresse renouvelée. Et chaque année, exactement à la date anniversaire, un voyageur venait frapper à leur porte. Parfois c'était un vieillard en haillons, parfois une femme enceinte, parfois un enfant perdu. Mamadou les accueillait tous avec la même chaleur, partageant le peu qu'il avait sans jamais poser de questions. Les villageois finirent par comprendre que quelque chose d'extraordinaire s'était passé cette nuit-là. Ils observaient Mamadou avec un mélange de respect et de crainte, car ils percevaient en lui la marque de ceux qui ont frôlé l'au-delà et en sont revenus transformés. Certains murmuraient qu'il avait reçu une grâce divine. D'autres parlaient de malédiction. Mais tous s'accordaient sur un point, depuis cette nuit, plus personne à Kosanto n'osait refuser l'hospitalité à un étranger. Car ils savaient désormais que derrière le visage de l'inconnu le plus misérable peut se cacher un juge implacable, venu peser leur cœur sur la balance de l'éternité. Mamadou Traoré vécut encore 23 ans après cette nuit mémorable. Quand la mort vint le chercher, ce fut paisiblement, dans son sommeil, un sourire aux lèvres. Ses derniers mots furent pour remercier l'étranger qui lui avait sauvé l'âme en détruisant son orgueil. On raconte qu'à ses funérailles, un voyageur inconnu se présenta. Grand, élancé, vêtu de blanc immaculé. Il ne dit rien, se contenta de saluer respectueusement la dépouille, puis disparut avant que quiconque puisse l'interroger. Mais dans la terre fraîchement remuée de la tombe, les anciens jurèrent avoir vu briller 3 objets impossibles, une calebasse pleine d'eau fraîche, un bracelet d'or pur, et l'empreinte d'un pied nu qui semblait bénir le repos éternel de celui qui avait su racheter ses fautes. Aujourd'hui encore, quand le vent souffle sur les collines de Kosanto, on peut entendre les griots chanter cette histoire. Ils la racontent aux enfants pour leur enseigner que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on est capable de donner. Et parfois, lors des nuits sans lune, quand un étranger frappe aux portes du village, les habitants se souviennent de Mamadou Traoré. Ils ouvrent grand leur maison, offrent leur meilleur repas, et s'endorment le cœur en paix, sachant qu'ils ont peut-être accueilli un ange sans le savoir. Car cette leçon résonne encore dans chaque cœur de Kosanto, dans un monde où l'égoïsme peut transformer les hommes en démons,
seule la générosité peut les ramener vers la lumière. Et celui qui ferme sa porte à l'étranger la ferme peut-être à sa propre salvation. L'histoire de Mamadou Traoré n'est pas seulement celle d'un châtiment. C'est celle d'une rédemption, d'un homme qui a perdu ses biens pour retrouver son âme. Et c'est peut-être là le plus grand des miracles, que même dans les flammes de la colère divine, l'amour puisse encore triompher. Ainsi se termine l'histoire de celui qui refusa d'héberger un étranger et vit sa maison brûler cette nuit-là même. Que chacun y trouve sa propre vérité, et que nul n'oublie jamais que l'hospitalité est la plus sacrée des vertus, car on ne sait jamais qui se cache derrière le visage de l'inconnu qui demande refuge.